Et bien voilà, on va dire Eureka. Ça faisait plusieurs mois que je devais faire la troisième et dernière vidéo concernant ce Tour Vévor MX 210V qui m'a posé quelques petits soucis. Donc je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos concernant ce mini tour. Je vous expliquerai donc pour quelles raisons je l'ai acheté, quelles sont les améliorations que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui, et puis surtout vous parler d'un souci que j'ai eu avec le contrôleur de vitesse de ce tour qui est tombé en panne, qui a grillé, mais je suis en partie responsable du fait qu'il est grillé. Et donc un compromis a été trouvé entre Vévor et moi. J'ai donc bénéficié d'un remboursement partiel du tour et je me suis occupé moi-même donc de trouver une solution pour le réparer. Donc on va pas revenir sur les vidéos précédentes, comme je vous expliquais, la carte électronique ne se vend pas a priori au détail et j'ai tenté de la réparer mais je n'y suis pas parvenu. Donc voici l'installation que j'ai faite. Donc je vous ai montré un petit peu le variateur de vitesse que j'ai utilisé en remplacement de celui qui était grillé. Et je vais vous montrer un petit peu de quelle manière il a été installé dans le tour. Voilà, donc on l'arrête et on va faire un petit demi-tour autour. Alors je précise que pour des raisons pratiques, j'ai monté le tour sur une table avec des roulettes, comme vous pouvez le voir ici, et ça me permet de déplacer donc dans mon atelier ce petit tour, ce qui est bien pratique. Bon, on a un petit manque de stabilité, on va dire, lorsque je l'utilise, il aurait une certaine tendance à un petit peu bouger, mais ça n'affecte pas la qualité de l'usinage, donc je l'ai laissé tel quel. Alors, voici donc la manière dont j'ai monté cette carte électronique qui ensuite sera cachée et fermée par le couvercle d'origine. Alors, je n'ai pas intégralement terminé l'installation définitive. J'ai encore un petit peu des câbles à attacher. J'aurai éventuellement ce connecteur là où j'ai fait un petit montage provisoire. Mais on va dire que tout est fonctionnel et donc je peux désormais à nouveau utiliser le tour. Donc là pareil, on va pas rediscuter des caractéristiques de ce variateur de fréquence qui peut aussi bien faire fonctionner un moteur brushless que un moteur à rotor en cage d'écureuil, ou voire même éventuellement pourquoi pas un moteur à rotor bobiné, mais je vois pas l'intérêt. Donc un moteur asynchrone triphasé ordinaire, puisque on va avoir la possibilité de paramétrer ce variateur de fréquence pour lui faire délivrer le signal que l'on souhaite obtenir en sortie. Alors je vous avais montré aussi ce petit boîtier qui sert à faire le paramétrage, parce que bien entendu, étant donné que l'on peut paramétrer un certain nombre de choses, il faut un petit boîtier pour faire le paramétrage, et ce boîtier donc vient se brancher sur une prise là en bas et on accède aux menus. Alors les menus, il est un petit peu compliqué de comprendre à quoi ils correspondent si on n'a pas une notice d'utilisation, et à force de chercher sur internet, donc j'ai trouvé un manuel d'utilisation qui explique un petit peu comment on paramètre ce variateur. Et en gros, il est paramétrable de la même manière qu'un variateur de fréquence pour un moteur asynchrone. C'est-à-dire qu'on peut faire des rampes d'accélération, des rampes de décélération. On peut faire du freinage dynamique, on peut faire plein de choses, mais surtout lorsqu'on l'utilise sur un moteur brushless, il va falloir configurer le nombre de pôles pour qu'il puisse tourner à la bonne vitesse. Voilà. Alors une chose pour laquelle je n'avais pas vraiment de réponse dans la vidéo précédente concerne donc le boîtier de programmation. Donc je ne savais pas exactement
exactement si le paramétrage s'enregistrait dans le boîtier et qui fait que donc on aurait été obligé de laisser ce boîtier raccordé au variateur, ou si le paramétrage a été enregistré dans le variateur. Alors là, c'est très très bien puisque donc le paramétrage du variateur est enregistré à l'intérieur de la carte électronique ici, et donc on peut tout à fait débrancher le boîtier de contrôle qui finalement n'a pas un grand intérêt. Alors il n'a pas d'intérêt, pourquoi? Parce que il y a les fonctions essentielles ne sont pas disponibles à partir de ce boîtier. Donc marche avant, marche arrière, l'accélération, c'est pareil, j'ai pas compris, mais on peut pas obtenir la vitesse maximale, voilà. Et puis surtout, alors ce qui aurait pu servir, c'est l'affichage de vitesse. Mais le gros problème, c'est que l'afficheur va donner la vitesse réelle de rotation du moteur, qui n'est pas du tout la vitesse de rotation de la broche du tour, puisque entre les deux, entre le moteur et la broche, on va avoir un certain nombre on va avoir une démultiplication par une cascade de pignons, et donc j'aurais été obligé de faire en permanence une division de la vitesse affichée par rapport à la vitesse réelle. C'était pas du tout viable tout ça. Donc j'ai conservé le petit afficheur de vitesse d'origine qui s'alimente en 5 volts, mais c'est super bien puisque ici on a un 5 volts disponible sur le bornier. Donc ça m'a permis de réalimenter le petit tachymètre et donc d'obtenir la vraie vitesse, la vitesse réelle de rotation de la broche. Voilà. Alors ensuite, voici quelques petites améliorations que j'ai pu faire. Donc le tour donc dispose de cascades de pignons qui se trouvent à l'intérieur de ce petit boîtier là. Voilà, que j'enlève. Et lorsque le tour est livré, on va avoir donc un certain nombre de pignons qui seront fournis avec, qui vont servir en particulier à l'avance automatique pour pouvoir faire des filetages. Donc on va avoir deux parties. Donc la première, on va avoir ici le moteur avec une première réduction et une deuxième réduction qui va sur la broche ici. Il y a possibilité d'inverser les courroies là pour avoir une démultiplication plus ou moins importante, hein. Donc on va pouvoir tourner à 1200 ou 2400 tours minute maximum sur la broche. J'en profite pour vous montrer un petit peu. Donc le capteur de vitesse se trouve ici, et sur la broche là autour on a 4 aimants qui passent devant ce capteur, et c'est ça qui va nous donner l'information de la vitesse. Donc revenons un petit peu à notre système d'avance automatique. Donc ce qui va nous permettre de donner un pas précis au filetage qu'on va réaliser, ça va être donc la réduction ici qui se fait à partir de ces 3 pignons, et à partir donc de pignons supplémentaires qui sont fournis avec. Donc on peut avoir un pas de 1, un pas de 0,25, de 0,75, enfin voilà, on va pouvoir faire des filetages avec des pas différents. Tout simplement, ça se calcule avec le nombre de dents ici, la division qui est obtenue sur la vis mère. Voilà. Donc j'avais parlé d'un problème aussi. Ces pignons-là, donc, ne sont pas montés sur des paliers en bronze, encore moins sur des roulements à billes. On a directement le pignon qui tourne autour d'un axe en acier. Donc, il va falloir veiller en permanence à mettre des petites gouttes d'huile un petit peu de partout pour assurer le glissement, et puis surtout pour éviter d'avoir une usure prématurée de l'alésage dans les pignons et des arbres sur lesquels ces pignons tournent. Voilà, donc ça c'est pas terrible, et donc en plus de ça c'est un petit peu bruyant. Donc j'ai fait la chose suivante.
j'ai fait la chose suivante. Donc vous voyez ici que j'ai une petite poignée là qui a été rajoutée. Et en réalité, donc cette cascade de pignons vient s'engager sur l'arbre de la broche ici, qui est équipé d'un pignon là, et donc lorsque ces deux pignons sont en contact, eh bien on va avoir donc rotation de toute cette cascade et rotation également donc de la vis mère qui se trouve là-bas. Et pour pouvoir donc engager cette pignonnerie ici, il faut une petite clé Allen. Et donc on va brider ici ces trois pignons pour les empêcher de partir en rotation. Donc on va engager le pignon du haut dans celui-ci, et puis ensuite donc on va avoir le fonctionnement de la vis mère. Donc j'ai une petite idée qui permet déjà d'une part d'éviter l'usure et puis d'autre part de diminuer un petit peu le bruit de fonctionnement du tour. C'est-à-dire que ici j'ai desserré un petit peu la vis pour avoir la liberté de pouvoir orienter ou non, voyez, d'avancer ou reculer là tout le train de pignon. Ce qui fait que sans avoir à ouvrir le capot à terme, lorsque le montage sera vraiment définitif, donc là il n'est pas terminé. Donc à terme, avec le couvercle fermé et grâce à cette poignée, je pourrais donc engager ici ma pignonnerie, comme vous le voyez, d'accord, ou la désactiver ici. Donc, alors évidemment, quand on va désactiver les pignons, on n'aura plus d'avance automatique, mais on pourra continuer à travailler évidemment de manière tout à fait traditionnelle avec les manivelles ici pour pouvoir déplacer donc notre axe Z. Voilà, puisqu'il s'agit de l'axe Z. Donc je pense que ça c'était une idée qui était pas mal, de pouvoir sans ouvrir le couvercle mettre en marche ou désactiver l'avance automatique. Voilà, alors ça c'est la première c'est une chose de plus. Je voulais parler un petit peu aussi du fonctionnement global du tour. Alors, il y a un truc qui était quand même assez pénible au départ dans le fonctionnement, c'est que vous avez ici donc un disjoncteur qui est auto-alimenté, c'est-à-dire que si par exemple vous avez une coupure d'électricité sur le réseau, ici ça va s'éteindre, ça va retomber à zéro automatiquement, à partir du moment où on a une coupure de courant, on repasse à zéro ici, et ça évite des démarrages intempestifs lorsque le courant va revenir, pour pas que le tour, s'il était en train de fonctionner, pour pas qu'il puisse redémarrer tout seul. Voilà. Donc ça c'est très bien. Je l'ai conservé, mais en plus de cela, donc en plus d'une éventuelle coupure de courant, le disjoncteur sautait à chaque fois que l'on faisait, qu'on actionnait le bouton de marche avant, marche arrière, puisque là on a trois positions, donc forward, 0, reverse, donc là c'est la marche avant, rotation normale quand on est face au mandrin, donc dans le sens anti-horaire. Ici on arrêtait et là on repassait dans l'autre sens. Alors ce qui était un petit peu pénible quand on faisait des filetages, c'est que donc on avance, on attaque la première passe de filetage. Ensuite donc il va falloir dégager notre axe X, dégager l'outil de filetage pour pouvoir revenir en arrière et ne surtout pas déverrouiller l'avance automatique pour qu'on retombe dans les filets. Et donc à chaque fois ici on retombait à zéro. Donc marche avant, on faisait un arrêt, ça retombait à zéro. Marche arrière, il fallait réenclencher ce bouton. Enfin bon, c'était un vrai bazar, ça me plaisait pas du tout. Donc lorsque j'ai installé le nouveau variateur de vitesse, donc j'ai supprimé ce système. Alors, il n'est pas complètement totalement opérationnel pour la simple raison, c'est que
Ici, je n'ai plus d'arrêt, c'est-à-dire que ma position 0 ici, elle n'est plus active, on va tout le temps en marche avant. C'est-à-dire que si j'actionne le potentiomètre pour faire démarrer le tour, vous voyez, voilà, donc là, il démarre, mais je suis sur la position 0, et pareil sur la position forward. Et par contre, donc là, si je fais une inversion, que je vais en marche arrière, donc il va plus tomber celui-ci là, le disjoncteur ne va plus tomber. C'est-à-dire que si je fais une marche arrière, vous voyez, il s'arrête, hop, et il repart dans le sens inverse. Et ça, c'est beaucoup plus pratique. Ça commençait vraiment à me casser la tête de devoir en permanence rappuyer sur ce bouton pour pouvoir faire fonctionner à nouveau le tour. Voilà, donc j'en ai à peu près fini avec toutes ces explications et il me restait une toute dernière chose. Alors là, je suis pas très satisfait de mon achat. Donc le tour au départ était livré avec un porte-outil traditionnel. Donc quand on voulait changer d'outil, il fallait desserrer le bridage de l'outil, mettre un autre outil. C'était pas pratique étant donné que j'utilise ce tour de manière, j'irai pas jusqu'à dire intensive, mais je fais quand même de nombreuses pièces sur lesquelles j'ai souvent besoin de changer l'outil. Donc ce qui était bien, c'est que lorsque j'ai acheté le tour, il était livré donc avec un porte-outil traditionnel, mais il était livré également avec un porte-outil à montage rapide que vous pouvez voir ici. Voilà. Alors là c'est pareil, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Donc voilà le porte-outil là, à montage rapide. Hein. Donc on a une poignée de serrage qui permet d'orienter le porte-outil. Donc en règle générale on le met à 90 degrés. Hein. Et puis donc on va avoir ces pièces là, vous voyez, que on va insérer dans la glissière ici en queue d'aronde. Voilà, on va l'insérer ici et ensuite on fait le blocage. Alors comme j'en avais parlé aussi, il y avait un truc complètement débile, c'est que pour pouvoir manœuvrer ce levier qui permet de serrer ou de desserrer le porte-outil, il fallait en même temps desserrer celui-ci. Donc j'avais fait une modification pour que je puisse verrouiller ici ma tête de façon définitive et que je puisse manœuvrer cette poignée-là qui me permettait d'enfiler ou de retirer les porte-outils. Alors ça, c'était pas mal, mais c'était tout en aluminium. J'ai fait de très nombreuses pièces avec ce système et ça a très bien fonctionné, mais je me suis dit, eh ben allez, pourquoi pas passer sur quelque chose de un petit peu meilleur au niveau qualitatif, voilà. Et donc en cherchant un petit peu sur internet, j'ai trouvé ce système-là. Et j'avouerai que j'ai été assez séduit au départ parce que c'est tout métallique. Hein. Il n'y a plus de pièces en aluminium et le système de serrage est quand même un petit peu plus sérieux. Mais malheureusement, lorsque j'ai reçu ce système-là, j'ai été très déçu par la qualité d'usinage du système. On est vraiment sur une qualité très médiocre. Par exemple, donc la partie, cette partie-là, donc vous avez un noyau denté. Alors je vais peut-être vous démonter, vous faire un petit démontage du système pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors j'ai pas l'habitude de prendre des clés à molette, mais c'est tout ce que j'avais sous la main pour le démonter. Voilà. Alors. Donc, on va avoir un système un peu similaire hein, où l'outil est monté sur glissière. Donc, on le rentre, on le sort comme ça, vous voyez. Et ici, donc voilà de quelle manière c'est fabriqué. Vous allez voir un petit peu le principe de fonctionnement du système. Voilà, donc là, je démonte tout. Hop, voilà, et on sort ça. Voilà. Donc, en fait, ça c'est une pince, et vous allez avoir donc cet axe dans lequel il y a un excentrique. Vous avez un excentrique, et donc quand on va tourner cet axe avec la petite poignée qui est fournie là, eh bien, on va faire reculer, on va tirer vers l'arrière cette pince
qui ensuite donc va verrouiller le porte-outil dans cette espèce de molette là. Alors cette molette, évidemment, il fallait que l'alésage central soit le plus proche possible du diamètre de cet axe-là, parce qu'autrement, ça se promène, et c'est le cas. C'est le cas. Donc ici, on a une vis de diamètre 10. Hein, donc là, la queue de la vis là fait 10, hein, très exactement. Et là, l'alésage au centre faisait presque 12. Et pourtant, dans les caractéristiques, quand on achète ça, c'est donné pour 10. Donc j'ai été obligé de faire cette pièce intermédiaire ici, cette rondelle, hein, qui n'est pas d'origine, tout simplement pour pouvoir rattraper le jeu là, parce que je m'étais dit que même en serrant le porte-outil ici, en cas de, si jamais ça devait un petit peu forcer, quand j'usine quelque chose, ça aurait pu se déplacer, se décaler, tout ça. Donc j'ai fait ça, et surtout j'ai rajouté une épaisseur de 5 mm pour faire en sorte que lorsqu'un outil est monté dans le porte-outil, eh bien, qu'on se retrouve à la bonne hauteur. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre un outil ici, et c'est pas bien pratique, hein, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même assez mal foutu. Alors, j'ai pas tout remonté, mais vous voyez, c'est censé rentrer dans la denture. Et là, la denture ici, elle est toute pourrie, elle est toute dégueulasse. On dirait que cette pièce, elle a traîné dans la terre, par terre, parce que les dents là ont pris des chocs. Elles sont même rouillées. Il a fallu que je passe un coup de brosse métallique pour arriver à nettoyer l'intérieur des dents. Et alors, vous voyez, c'est vraiment galère, quoi. Enfin, à chaque fois, on s'emmerde au possible pour arriver à rentrer le porte-outil. Donc après, je sais pas si ça va un petit peu aller mieux d'ici quelques temps, quand j'aurai monté, enlevé tout ça. Mais pour l'instant, moi, c'est pas terrible. Et alors, j'ai d'autres choses à vous montrer. Là, je sais pas si vous allez le voir. Je vais le redémonter. C'est complètement dingue. Toute la visserie est toute de travers. Regardez, quand je fais tourner là, regardez là, le contre-écrou là, la petite molette, elle tourne comme une olive. C'est comme ça sur tous les outils. Voilà, donc c'est très mal fini, c'est pas chouette. Je suis pas du tout content. C'est vendu pour être du matériel de qualité. Ouais, donc je vous montre la marque. Hein. Très honnêtement, voilà, grosse déception. Il me reste à faire quelque chose. Donc là, sur cette rondelle, je vais percer, parce qu'ici il y a un index qui me permettra donc de verrouiller cette pièce correctement, et qu'elle n'aille pas tourner si jamais les coups de serrage se desserrent ici. Et concernant le tour par lui-même, donc une toute dernière chose à vous préciser. Donc toute cette partie-là est orientable pour pouvoir faire, par exemple, pour usiner des cônes sur une pièce, vous voyez, comme ici là. Hein, pour pouvoir usiner un cône, donc on va orienter ce chariot là. Alors, un truc qui était complètement débile, hein, mais complètement stupide, c'est que pour pouvoir l'orienter, donc vous avez des vis BTR qui sont là-bas dessous. Et pour avoir accès à ces vis BTR, pour les desserrer et pour pouvoir orienter, il fallait carrément reculer. Le chariot là. Et quand il était complètement reculé, on prenait une vis BTR, on orientait et on recommençait, on resserrait. Donc moi j'ai fait des trous là. J'ai fait 2 perçages ici qui me permettent, quand je suis, vous voyez, comme ça là, quand je suis aligné comme ça, de passer ma BTR pour pouvoir le desserrer et pour pouvoir l'orienter. Voilà, on en finira là. J'espère que j'ai été suffisamment précis dans mes explications. Je vous avouerai que depuis que j'ai fait toutes ces modifs, remonter le variateur, monter ce porte-outil là, changement rapide, je n'ai pas encore fait de copeaux.
Ça ne va pas tarder, hein, il fallait que je finalise un petit peu ce montage, mais je suis très confiant avec tous les travaux que j'ai pu faire. Je pense que bien ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances parce que c'est l'été, c'était mon dernier jour de travail et donc j'ai tenu, avant de fermer l'entreprise, à vous faire cette 3e vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt, au revoir.